Bonjour à tous. Rust pour vos projets serverless sur AWS. C'est le titre de la conférence que j'ai eu la chance de pouvoir donner à l'AWS Summit Paris 2024 qui a eu lieu le 3 avril au Palais des Congrès, donc assez récemment. Malheureusement, cette conférence n'a pas été enregistrée, comme on me l'avait dit. Euh, et de fait, comme je voulais que ça finisse quand même sur YouTube, je l'enregistre face caméra chez moi. Je me permets de réutiliser le décor Summit en espérant que AWS n'y verra pas d'inconvénient. Ce qui est sûr, c'est que vous, public, vous ne devriez pas y voir un soutien d'AWS ou quoi que ce soit. Je fais ça dans mon coin. C'est pas, on va dire, une vidéo officielle AWS. Je suis indépendant. Allez, sans plus attendre, passons à la présentation à proprement parler. Donc, Rust pour vos projets serverless sur AWS, dit autrement Rust sur Lambda, c'est pour ça que j'ai Ferris, la mascotte de Rust, à cheval sur un icône Lambda. C'est une session niveau 300, ce qui veut dire que vous devriez, vous public, être déjà familier avec le serverless sur AWS, normalement avec une expérience opérationnelle, donc normalement API Gateway, Lambda, DynamoDB, ça doit être des choses qui vous parlent bien. Si c'est pas le cas, c'est pas gravissime, mais c'est quand même mieux. Côté de Rust, je m'attends pas à ce que vous soyez des développeurs Rust, pas du tout. En revanche, je m'attends à ce que vous soyez des développeurs. Python, Java, Haskell, choisissez votre crèmerie, peu importe, mais il est attendu que vous soyez un petit peu quand même au courant de ce que c'est que le dev. Et donc, passons à la conférence et passons à moi. Donc, je suis votre hôte pour cette session, Jérémy Rodon. Je suis AWS Hero, je suis instructeur AWS, je suis architecte AWS, et je suis surtout un Rust enthousiaste. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc en fait, comment j'en suis arrivé là? Passionné par les crypto-monnaies, j'ai découvert l'existence de Rust en 2020, quand j'ai commencé à utiliser Lighthouse, qui est un software dans le monde Ethereum, qui est écrit en Rust. Et à l'époque où j'ai commencé à l'utiliser, il était en phase alpha, et j'ai été super impressionné par la stabilité et la robustesse du langage sur ce projet, et ça m'a donné un peu envie de m'y intéresser, et de fil en aiguille, en 2022, donc un peu plus tard quand même, je me suis fait un petit peu les Hello World et mon apprentissage Rust, et ça m'a toujours bien plu. Et donc au final, en 2023, fin 2023, il y a à peu près 8 mois de ça, j'ai démissionné pour me consacrer à un projet personnel que je développe intégralement en Rust et pour lequel j'utilise Lambda en back-end. Donc c'est de là que je tire mon expérience. Je ne vais pas vous parler du projet après en parler, mais je tire mon expérience de ce projet. Et c'est pour ça que je fais ce talk devant vous, et c'est sur cette expérience que je m'appuie. Du coup, de quoi va-t-on parler? Je vais vous expliquer déjà pourquoi j'ai choisi de parler de Rust, un petit peu voilà pourquoi le langage est intéressant selon moi. Je vais vous parler du projet d'exemple qu'on va utiliser pour cette session, de quels avantages vous avez, vous développeurs, à utiliser ce langage, des impacts que ça pourrait avoir sur vos process DevOps si vous choisissez de l'utiliser, et des gains concrets que vous pouvez espérer en production, basés sur un petit match dans ce projet de bergerie entre une implémentation Rust du projet et une implémentation Python du projet. Donc le dernier épisode, ce sera Rust versus Python, le match. Commençons par pourquoi parler de Rust. Alors, en 2021, il y a eu un papier de scientifiques, d'informaticiens portugais, de chercheurs, qui euh, tentait de comparer sur divers axes, notamment la consommation énergétique, différents langages de programmation. Ce qui est sorti de ce papier, je vous ai mis un extrait des résultats à ce niveau-là, mais vous pouvez aller le consulter, je vous ai mis le lien, c'est que Rust se retrouve finalement très proche de C, C faisant référence dans ce papier. Et Rust est vraiment, enfin vous le voyez, beaucoup plus proche de C que C++ ne l'est. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on observe aussi que Python, en revanche, lui, il est très très proche de la fin. Et en fait, la bonne façon de lire ce truc, c'est que à tâche égale, on va finalement avoir du Python va consommer 75 fois plus d'énergie que du Rust. Ce qui est quand même significativement plus.
Go là-dedans s'en tire nettement moins bien que Rust, mais nettement mieux que Python, hein, puisque Go, vous allez le trouver, alors on le voit au niveau du temps, il est aux alentours de 2,83, et de mémoire, je crois qu'au niveau de l'énergie, il est aux alentours de 3,5, quelque chose comme ça. 4. Quelque chose dans ces eaux-là. Donc bon, ce papier, Werner Vogel était tombé dessus, le CTO de Amazon, hein, et un des pères fondateurs de AWS, et ça l'a conduit au reInvent 2023, donc le dernier reInvent à Las Vegas, lors de sa keynote, à dire qu'il n'y avait pas de raison pour laquelle vous devriez éviter de programmer en Rust, si vous considérez que les coûts et la sustainability, donc le développement durable, sont des hautes priorités. Alors je vous ai mis la citation en anglais parce que c'est assez bizarre à traduire en français, il y a une espèce de double négation. Bref, c'est ce qu'il a dit et je le remercie, je suis assez d'accord avec lui, donc merci Werner. Et ça m'a encouragé, pour tout vous dire, à faire ma conférence au Summit, même si j'avais en fait envie de parler de Rust avant. Parce que, évidemment, pour moi, l'intérêt du langage ne se limite pas à cette histoire d'énergie, même si c'est intéressant et que c'est très frappant. Pour moi, le langage a une vraie proposition de valeur, quelque chose de vraiment innovant, qui tient à à la gestion de la mémoire. Et donc, pour comprendre ce que ça apporte, voyons un petit peu déjà quel est l'état de l'art, hors Rust, de la gestion de la mémoire dans les langages de programmation. Vous le savez sans doute, mais vous avez en gros d'un côté C, C++ qui propose une gestion manuelle de la mémoire. C'est-à-dire que c'est la responsabilité du développeur de faire les allocations et de faire les libérations de mémoire. Alors l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de consommation supplémentaire de ressources, hein. Vous écrivez exactement les malloc et les calloc et les free que vous voulez, au moment où vous les voulez. L'inconvénient, c'est que si vous oubliez de faire les free comme il faut, ou que vous faites trop de malloc, vous avez des fuites mémoire, des problèmes de performance, etc. Donc, ça pose souci. Même si en théorie, les développeurs font tout parfaitement, en pratique, c'est pas aussi évident que ça. Donc de l'autre côté, on a ce qu'on connaît le mieux, hein, ce qui est le plus utilisé en réalité, qui va être tout ce qui est Python, Go, Java, JavaScript, C#, enfin franchement à peu près tous les langages auxquels vous pourrez penser, qui eux vont proposer plutôt une gestion automatique de la mémoire, avec à l'aide d'un garbage collector. Alors l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de fuite mémoire, alors ça dépend du garbage collector, hein, mais en général c'est bien implémenté et il n'y a pas de fuite mémoire, c'est plutôt bien géré. L'inconvénient, c'est que ça consomme des ressources supplémentaires. Ça peut aller 30% ou plus de ressources supplémentaires à l'exécution. Et donc, c'est pas idéal le garbage collector. Et notamment, il y a au moins deux use cases dans lesquels c'est vraiment pas idéal. C'est tout ce qui est informatique embarquée, où là, la consommation de ressources, d'énergie est très contrainte, et donc avoir un garbage collector qui pompe une partie significative d'énergie, c'est pas idéal. Et puis, vous avez tout ce qui est use case temps réel. Là, le temps réel, en fait, comme le garbage collector, c'est quelque chose de cyclique, c'est quelque chose qui n'a pas, c'est pas 30% de plus en permanence, c'est plutôt, ça dépique. Le garbage collector se met en marche, paf, consommation de ressources, ralentissement de votre programme, hop, il s'arrête, et ça recommence un peu plus tard. Et donc, cet aspect cyclique est vraiment très gênant pour le temps réel. Imaginez un pilote automatique d'avion qui fait pas sa correction de trajectoire à temps, et qui crache l'avion, ça la fout mal. Donc, on avait un petit peu ces deux solutions à disposition, aucune n'étant parfaite, et Rust arrive là-dedans avec quelque chose de nouveau qui est plutôt sympa. Alors l'idée que Rust propose, c'est l'ownership. Donc l'idée est la suivante, hein, je la décris rapidement. Vous avez des emplacements mémoire, et chaque emplacement mémoire n'a toujours dans Rust qu'un seul owner. Un owner, c'est une variable dans votre code. Et donc, à tout moment, il y a toujours une seule variable dans votre code qui possède, entre guillemets, un emplacement de mémoire. Et ce que le compilateur va faire, c'est que quand il compile et qu'il voit que cette variable owner de la mémoire sort du scope, c'est-à-dire que la fonction dans laquelle cette variable a été initialisée s'arrête, hein, la fonction s'arrête, donc la variable sort du scope, et c'est à ce moment-là que le compilateur se dit « Ah, donc je dois libérer la mémoire associée ». C'est aussi simple que ça a évidemment des conséquences sur la manière dont nous on programme, mais le compilateur fait ce travail-là, et c'est bien le compilateur qui fait ce travail. C'est-à-dire que c'est une gestion de la mémoire automatique, faite par le compilateur au moment de la compilation, pas au moment de l'exécution. Donc au moment de l'exécution,
Il n'y a pas d'impact sur les performances. Il n'y a que au niveau de la compilation qu'il y en a. Et donc, un seul honneur, quand cette variable honneur sort du scope, alors la mémoire est libérée. Aussi simple que ça. Évidemment, s'il n'y a qu'une seule variable dans votre code qui pointe sur un emplacement mémoire, ça peut être un petit peu gênant. De temps en temps, on a quand même envie d'avoir des emplacements mémoire qui sont partagés entre plusieurs endroits du code. Et donc, il est tout à fait possible, évidemment, de créer des références via le borrowing. Et Rust va, encore une fois, imposer certaines règles pour que ça se passe bien. Il y en a deux qui sont très importantes. Vous avez le fait que les références, vous pouvez soit en avoir plusieurs en lecture, soit en avoir une seule en écriture. Vous ne pouvez pas avoir plusieurs écritures et vous ne pouvez pas avoir de l'écriture et de la lecture à la fois. Pourquoi? Je pense que vous vous en doutez, c'est parce que ça permet d'éviter tout ce qui est data race, c'est-à-dire des situations dans lesquelles une partie de votre programme est en train de lire une valeur et puis une autre partie de votre programme écrit la valeur. Ce qui fait que celui qui est en train de lire, on ne sait pas trop ce qu'il lit, il lit peut-être un peu de l'ancienne version, un peu de la nouvelle, bref, c'est pas du tout idéal comme situation, à éviter à tout prix. Et donc, le borrow checker de Rust va s'assurer que ça ne peut pas arriver, puisque on peut soit lire, soit écrire, pas les deux à la fois. Deuxième règle que le borrow checker assure, qui est importante, le borrow checker va toujours s'assurer que les références que vous créez pointent sur un emplacement mémoire valide. Dit autrement, le borrow checker, le compilateur Rust, va s'assurer que les références que vous créez vivent moins longtemps que le owner de l'emplacement mémoire sur lequel vous pointez votre référence. De fait, vos références pointent toujours sur un emplacement mémoire où on sait ce qu'il y a dedans. Alors ça, c'est quelque chose d'assez important parce que ça permet de combattre tout ce qui est undefined behavior. Vous savez, ces références qui pointent sur un emplacement mémoire qui en fait n'est plus à vous. Et ça arrive dans d'autres langages. Et quand votre programme essaye de lire cet emplacement, ce qui va se passer, on ne sait pas. Et ça, c'est ce que Tony Hoare désignait par son erreur à 1 milliard de dollars, parce que quand je dis on ne sait pas, peut-être que votre programme crash, peut-être qu'il lit de la donnée qui n'est pas la bonne, peut-être qu'il se met à exécuter du code qui n'est pas le bon, il peut y avoir toutes sortes de problèmes qui se passent. Et évidemment, au cours des décennies où on a utilisé cette histoire de référence nulle, ce genre de problème, vous pouvez assez facilement vous convaincre que ça s'est pas mal accumulé, et qu'on a largement en fait dépassé le milliard de dollars. Et donc voilà, Rust là-dessus a une proposition de valeur innovante que j'ai rapidement dessinée, il faut évidemment s'intéresser plus longtemps au langage, parce qu'il propose d'être rapide, comparable à du C, donc tout à fait pertinent pour du temps réel, pour de l'embarqué, pour toutes sortes de programmes, véritablement. Memory safe, donc avec les avantages d'un garbage collector, pas de fuite mémoire, etc., mais sans les désavantages. Et déterministe, et ça je trouve que c'est assez exclusif, c'est pour ça que je le souligne, c'est-à-dire que ce qu'on disait quand on a une référence qui pointe sur un emplacement mémoire qui n'est plus à nous, et quand je vous disais que c'était compliqué de prédire ce qui allait se passer, on peut regrouper ce genre de situation sous le terme de undefined behavior, donc des comportements non définis, que vous retrouverez dans la littérature, c'est pour ça que je l'ai laissé en anglais. Et Rust, en fait, met un point d'honneur, le compilateur Rust met un point d'honneur à éviter au maximum de ce qui est possiblement envisageable ce genre de choses. C'est-à-dire qu'à tout prix, on ne veut pas de comportement indéterminé. Et ça se passe plutôt très bien, et ça a plutôt pas mal de succès. À mon avis, c'est une des principales propositions de valeur du langage, ce côté déterministe, ce côté sécurité, parce que dans les undefined behavior, il y a pas mal de problèmes de sécurité qui peuvent arriver. Et cette proposition de valeur, les titans de la tech l'ont bien compris, parce que ils soutiennent activement le langage. Aujourd'hui, AWS, Google, Meta, Microsoft, comme vous le voyez, sont des membres Platinum de la fondation Rust, ce qui veut dire qu'ils y investissent au moins 300 000 $ par an. C'est une des conditions pour être membre Platinum. Huawei également. Et au demeurant, cette fondation, en fait, AWS, Google, Huawei, Microsoft et Mozilla en sont les fondateurs, les membres fondateurs, en sachant que Rust lui-même, comme langage, est en fait un projet qui est parti de Mozilla, à la base, il y a des années de ça. Et quand je dis que c'est au moins 300 000 $,
Bah, c'est un au moins parce que, par exemple, il faut noter que AWS et Microsoft, alors au moins AWS, a remis, en plus de ces 300 000 $ de membership, AWS a également mis de l'argent en plus. Ils mettent à disposition des développeurs, ils mettent à disposition leur infrastructure cloud. Je sais que Microsoft également met à disposition son infrastructure cloud pour héberger les repos de package, héberger le site web, ce genre de choses. Donc il y a plus que de l'argent pour le soutien à la fondation, il y a également des soutiens un peu plus palpables en temps de développement et en ressources. Par ailleurs, AWS utilise activement le langage. Ils ne font pas évidemment du soutien au langage juste pour le plaisir de soutenir. AWS produit énormément de code en Rust, et la plupart, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, pour ceux qui font pas mal d'AWS, la plupart de ce que AWS open source dans les dernières années, en fait, c'est écrit en Rust. Le proxy XKS, écrit en Rust. La librairie TLS qu'ils ont réécrite, écrite en Rust, etc., etc. Microsoft, de son côté, a commencé à mettre du Rust dans son noyau Windows. Windows 11 vient avec du Rust dans le noyau. Alors évidemment, le noyau Windows full Rust, c'est pas pour demain, mais on en prend le chemin. C'est en tout cas une volonté actuellement de Microsoft d'aller, au fur et à mesure, mettre de plus en plus de Rust parce que ça évite tout un tas de problèmes et qu'ils ont tout intérêt à avoir le moins de problèmes possible. Donc, voilà. Tout ça pour dire que Rust, c'est pas un langage sorti de nulle part avec trois pimpins dans une cave qui l'utilisent. Ça commence à être quelque chose de très sérieux et que vous devriez au moins surveiller de près. Mais je vous encourage aussi à l'utiliser. C'est ce que j'ai fait pour ma bergerie. J'avais un super projet de bergerie et je l'ai migré en Rust, de sorte à pouvoir un peu comparer ce que ça donnait entre mon projet de bergerie en Python et mon projet de bergerie en Rust. Alors, ce projet de bergerie, en quoi consiste-t-il? C'est une API. Donc, vous devriez sans doute avoir déjà vu ce schéma, hein. C'est le schéma un peu classico-classique du serverless. Une API gateway avec X chemins, chaque chemin a une lambda, DynamoDB est utilisé comme backend, le classico-classique, quoi. C'est l'alpha et l'oméga de l'overless, c'est ça, du serverless, pardon. Donc on a 4 chemins, 4 lambda, et en quoi ça consiste? On a d'abord un chemin mouton. Et donc, c'est une bergerie, on peut évidemment insérer des moutons dans la bergerie. Chaque mouton doit avoir un tatouage unique, et chaque mouton a un poids qui sera généré aléatoirement par l'API. Alors, dit autrement, la lambda qui fait ça, c'est une lambda qui a une génération d'un nombre aléatoire, donc quelque chose de relativement anecdotique d'un point de vue compute, et une requête petit m DynamoDB, donc en fait c'est une lambda qui fait juste une interaction DynamoDB assez courte. Ensuite, on a le chien. Alors le chien, il peut compter les moutons. Bon, là, c'est juste une lambda qui va faire pas du tout de compute, hein, il n'y a pas de calcul à faire pour ça. En revanche, le chien fait pas mal d'interactions avec DynamoDB, puisqu'il fait une première interaction pour estimer la taille de la table, donc il va demander à la table hey, combien il y a d'éléments. Donc ça, c'est une estimation que vous renvoie AWS, et il va se servir de l'estimation pour faire ensuite un parallèle scan, pour scanner en parallèle toute la table, pour que ça aille plus vite. Et c'est grâce à ce parallèle scan qu'il va obtenir un comptage réel et précis du nombre de moutons de la bergerie pour ensuite nous donner le résultat. Donc là, on est sur du pur DynamoDB un petit peu conséquent. C'est une lambda qui fait de l'interaction DynamoDB. Ensuite, la bergerie, elle est menacée par un loup. C'est un loup qui veut évidemment manger les moutons, mais il souffre d'un TOC. Ce loup, il ne veut manger que le mouton le plus lourd, parmi ceux dont le poids exprimé en microgrammes est un nombre premier. On a tous nos petits problèmes, et ce loup en a un. Alors, plus concrètement, en réalité, cette lambda, de fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va mixer du DynamoDB, puisqu'on retrouve, comme pour le chien, estimation de la taille de la table, parallèle scan pour récupérer les moutons, mais le loup va également calculer un crible d'Eratosthène pour avoir une liste de nombres premiers qui va lui permettre ensuite de parcourir la liste des moutons et de trier ceux qui ont un poids nombre premier. Et puis, le loup va manger un mouton, c'est-à-dire faire un delete item dans la table. Donc on est sur sans doute la lambda la plus complexe dans ces interactions. Et il faudra noter, ce sera important pour la fin, en tout cas j'y reviendrai, qu'il y a une race condition là-dessus, puisque si on exécute plusieurs loups en parallèle, il peut tout à fait se trouver
que ces plusieurs loups veulent manger le même mouton, et évidemment, s'il y en a un qui l'a mangé, l'autre il peut plus le manger. Donc j'y reviendrai, mais gardez ça dans un coin de votre tête. Pour finir, il y a le chat. Alors le chat, lui, techniquement il réside dans la bergerie, mais il n'en a rien à secouer de la bergerie, ni des moutons, du chien, du loup, tout ça, ça lui passe très au-dessus. Le chat ne s'intéresse que au calcul d'une variante de la fonction d'Ackermann. Chacun son délire. Alors, je connaissais pas la fonction d'Ackermann en réalité, avant de préparer cette conférence, mais j'ai trouvé que c'était une fonction qui avait un avantage, c'était qu'avec des paramètres assez faibles, on faisait très rapidement faire des centaines de millions, voire de milliards de cycles CPU, donc c'est quelque chose qui est très très intensif à calculer. Et c'était le but, c'est d'avoir une lambda qui fait du calcul un peu intensif, sans interaction DynamoDB. Et donc c'est mon chat. Donc voilà pour cette bergerie. Bien entendu, tout le code que j'ai produit, je vous le mets à disposition. Donc vous pouvez aller le chercher sur GitHub, c'est en licence MIT. Tout est fait et expliqué pour que vous puissiez vous-même faire les tests que j'ai faits et que je vais présenter à la fin. Et voilà, je ne peux que vous encourager à y aller, mettre une petite étoile GitHub, forquer le repo, ça me fera vraiment plaisir. Alors, pourquoi on utiliserait Rust? Quels avantages pour les développeurs? Alors, il y en a plein, et malheureusement, on ne peut pas tous les dire, parce que sinon la vidéo ferait des heures et des heures. Mais je dirais que pour moi, un des principaux avantages en tant que développeur, c'est le système de typage de Rust et le génie du système de typage de Rust. Le système de typage de Rust consiste en des types fondamentaux. Bon, jusque-là, rien de miraculeux. Vous avez les scalaires classiques, integer, float, bool. Vous avez les types composites classiques, des tuples, pas des listes, mais des tableaux. Bon, tout ça, c'est des choses, normalement, vous n'allez pas tomber de votre chaise. Vous avez également des structures. Alors, les structures permettent de composer des types fondamentaux, ou d'autres structures, ou des enums, en gros, de regrouper plusieurs sous-types en un seul nouveau type, une structure. Si vous avez fait du C ou du C++, vous devriez être assez familier avec ça, et c'est très franchement assez similaire. En tout cas, j'ai pas comme ça de différence évidente qui me viennent en tête. Autre type dans Rust, les enums. Et alors là, les enums, c'est quelque chose qu'on connaît bien sûr en tant que développeur assez bien, mais contrairement à ceux dont vous avez l'habitude, dans la plupart des langages, finalement, les enums ne sont que des façons de faire des nombres nommés, c'est-à-dire que vous faites un enum avec 4 variants, ça va juste au final être 4 noms qui correspondent à 0, 1, 2, 3. Rien de fou. Alors en Rust, on peut bien sûr faire ça, mais ça va plus loin que ça, c'est-à-dire que dans les enums Rust, chaque variant peut être le conteneur d'un autre enum, d'une structure, d'un type fondamental, d'un tuple, etc., etc. Et donc les enums Rust permettent vraiment de gérer parfaitement des use cases typiques de versionning de structure. Alors c'est juste un exemple que je donne, mais voilà, j'ai une structure, je sais que pour l'instant c'est une première version, je veux me donner la possibilité demain d'en faire une autre version qui aura peut-être un schéma différent. Bon, je peux dire, voilà, j'ai mon enum V1 qui contient la structure V1, mon enum V2 demain contiendra structure V2, et ça facilitera énormément les évolutions potentielles de mon logiciel. Il y a plein d'autres use cases pour les enums, mais c'en est un là qui m'est venu en tête en enregistrant. À noter également que structure et enum sont un peu les objets de Rust. J'ai mis entre guillemets parce que Rust n'est pas un langage objet à proprement parler, mais ce que je veux dire par là, c'est que sur des structures et des enums, on peut rajouter des méthodes et on peut implémenter des traits, sachant que les traits, c'est les interfaces de Rust. Pour ceux qui font du Java, c'est les interfaces. Et voilà. Alors, pour illustrer un petit peu l'intérêt de tout ça, je voudrais prendre un exemple qui est un pattern qu'on appelle newType. Et donc, dans ce pattern, vous voyez que je déclare une structure ship. Alors ça, c'est juste une structure, voilà. Et on avait dit qu'un mouton, ça a un tatouage et ça a un poids. Et donc, pour le poids, je pourrais bien sûr l'exprimer sous forme de float ou de int classique, mais on a vu que le loup allait vouloir vérifier le poids des moutons en microgrammes,
en sachant que moi, en tant que développeur ou en interface graphique, bah, je voudrais plutôt gérer ça en kilos, hein, parce qu'un mouton, ça fait quand même entre 80 et 160 kilos, donc c'est quand même mieux d'exprimer ça en kilos plutôt qu'en microgrammes. Bref, je vais avoir besoin de faire des conversions. Et donc ce que je fais, c'est que je déclare un new type, une structure comme celle-là, où finalement on a une structure qui ne fait que encapsuler un U64, c'est-à-dire un int non signé de 64 bits. Et en faisant ça, eh ben, je vais pouvoir dériver des méthodes, en l'occurrence des méthodes de conversion de version d'unité, hein. Et on note également que je vais demander au compilateur, via cette macro derive, d'ajouter ce qu'il faut pour faire des égalités, c'est-à-dire pouvoir répondre à la question est-ce que le poids 1 est égal au poids 2, hein, donc faire un if égal. Et puis vous avez également tout ce qui est ordonnancement, c'est-à-dire répondre aux questions est-ce que le poids 1 est supérieur ou inférieur au poids 2. Et donc ça, c'est évidemment des méthodes, et je les fais dériver automatiquement. Et donc j'ai fait ça pour le poids, et on voit que bah, pour le tatouage, voilà, j'ai pas de méthode particulière à implémenter, donc je pourrais être tenté de dire, bah tiens, c'est un U64, et puis je m'arrête là. Et non, j'aurais tort de faire ça. En Rust, ce qu'il faut faire, c'est là encore, il faut faire un new type. C'est-à-dire que il faut créer un tatou qui encapsule un U64, hein, il fait rien de plus que ça. Et vous voyez que là, on a envie de se dire, bah ouais, mais il n'y a pas de méthode, pourquoi faire ça? Quelle est l'utilité de faire ça? Et bien l'utilité, c'est que regardez, j'ai dérivé l'égalité, qui est normal, hein, je peux vouloir me demander est-ce que tel tatouage est égal à tel autre, ça me servira pour vérifier l'unicité, mais je n'ai pas dérivé tout ce qui est ordonnancement. C'est-à-dire que je ne peux pas comparer un tatou à un autre pour savoir si un tatou 1 est supérieur à tatou 2. Et effectivement, fonctionnellement, ça n'a aucun sens. C'est le tatouage d'un mouton. Ça veut dire quoi que le tatouage du mouton 1 est supérieur au tatouage du mouton 2? Ça veut absolument rien dire. Si j'avais laissé un U64, j'aurais pu faire, hein, j'aurais pu compiler comme ça. Mais si j'avais laissé ce U64, eh ben, je me serais retrouvé un petit peu soumis à une situation où j'aurais pu me retrouver à utiliser la comparaison. Alors que ça n'a pas de sens. Et vous avez peut-être envie de me dire, non mais ça va, on n'est pas, voilà, je sais que c'est un tatouage, je compare pas. Ouais, mais c'est subtil. Parce que par exemple, vous pouvez avoir votre tatouage, et à un moment, pour une raison ou une autre, vous le mettez dans une Betrimap sans trop faire attention, et une Betrimap, elle va se servir de la comparaison. Ou encore plus vicieux que ça, votre librairie de bergerie, elle est rendue publique, quelqu'un l'utilise et il se met à faire ça, peut-être pas vous. Bon, là, en ne dérivant pas ces éléments de comparaison, eh ben, vous interdisez de faire les comparaisons. Et donc, si quelqu'un essaye d'écrire à un moment tatou 1 supérieur à tatou 2, eh ben, ça va tout de suite lui cracher une erreur. Le compilateur va lui dire, bah non, c'est pas possible. Et c'est important pourquoi? Parce que si dans 1 an, 2 ans, 5 ans, vous faites une évolution de votre programme, et le tatouage, pour le coup, vous voulez que ça devienne un code barre, bon, ou un QR code, ou quoi que ce soit, et de fait, vous ne voulez plus que ce soit représenté par un U64, mais par quelque chose de plus chiadé. Bon, à ce moment-là, eh ben, ce serait vraiment très ballot pour vous que vous découvriez que, bah, en fait, vous avez des dépendances, que vous avez un tiers de votre code base qui, sans que vous en soyez rendu compte, dépend du fait que bah, les tatouages doivent être comparables entre eux, alors que ça n'a aucun sens fonctionnellement. Et finalement, en renseignant votre intention fonctionnelle au compilateur, en ne dérivant pas les éléments de comparaison, c'est juste un exemple que je donne, bah, vous renseignez finalement vos intentions fonctionnelles au compilateur. Et le compilateur vous empêche de faire des bêtises partant de là. Alors j'espère que vous voyez un petit peu l'intérêt que ça peut avoir d'être expressif à ce point-là, parce que oui, au demeurant, on notera que tatou est un type beaucoup plus expressif sur ce que c'est plutôt que U64 qui est très générique. Vous avez peut-être envie de me dire, faire une encapsulation pour ça, ça a l'air de coûter quand même un peu cher pour un truc dont le bénéfice est certes réel, mais peut-être pas forcément à la hauteur du coût. Et là, je vous dirais, mais non, vous avez tort, parce que en Rust, ce genre d'abstraction ne coûte rien. C'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, toutes ces abstractions sont évacuées à la compilation. Le compilateur Rust se sert de ça pour vérifier tout un tas de règles, pour s'assurer que vous êtes conforme avec vos propres
déclaration de qu'est-ce que je dois pouvoir faire avec le type ou pas, mais il va les évacuer. Si je veux être très clair, si je prends un new type, de new type, de new type, j'encapsule 80 fois ça et à la fin je mets juste un U64, bon, très bien. À la fin, quand c'est compilé, en mémoire, il y a juste un U64. Il n'y a pas de coût à l'exécution. Il y a un coût à la compilation, mais le compilateur va notamment, finalement, complètement virer ces abstractions et il va cracher un binaire qui, lui, est vraiment optimisé au cordeau avec juste, il va manipuler des nombres. Tandis que vous, développeurs, bah, vous manipulerez quelque chose de haut niveau, de clair et de lisible. Donc, c'est vraiment faux, en user et en abuser, c'est vraiment pour nous, développeurs, pour nos collègues, c'est pour le compilateur, pour nous empêcher de faire des bêtises, mais pas de problème, l'utilisateur, lui, il verra pas la différence, le programme ne sera pas plus lent. Un autre exemple sympa que j'ai découvert, c'est la relation entre les matchs et les énumes et le pouvoir que ça a. Vous avez ici un énum que je déclare, alors qui est un énum tel que vous les connaissez, hein, donc il n'y a pas d'encapsulation dans les variants, c'est juste des variants nommés, et qui représentent différentes unités de poids. Et je me sers de ça pour pouvoir finalement afficher les unités de poids. Euh, donc je veux que microgramme ce soit UG, MG, G, etc. Bon, vous voyez le genre. Et ce qui est sympa, c'est que j'utilise cet opérateur-là, match, et en fait cet opérateur match, ce qu'il va faire, c'est il va s'assurer que je traite tous les cas possibles. Et donc, si par exemple demain les moutons grossissent, et j'ajoute la tonne, et bien directement, le compilateur va me dire attention, dans ton match, tu ne gères pas tous les cas, il y a un cas manquant. Et donc je vais être prié de corriger ça. Et je veux vraiment insister sur le fait que c'est pas mon IDE qui me dit ça. Alors évidemment, c'est Visual Studio Code qui m'affiche cette petite fenêtre, mais c'est pas lui qui l'invente, c'est le compilateur. C'est-à-dire que si j'étais en CLI et que j'essayais de compiler ce truc-là, ça marcherait pas. Et c'est important parce que, bon, là évidemment, j'ai 5 lignes d'écart entre mon enum et son utilisation, donc c'est assez facile de ne pas oublier un cas, mais ça marche, et ça doit marcher également quand il y a 5 fichiers d'écart ou 5 librairies d'écart. Et c'est ça le truc génial, c'est que demain j'ajoute tonne à ma librairie. Je fais moi ce qu'il faut dans ma librairie, je publie une nouvelle version de la librairie qui était publique. Et j'ai peut-être quelqu'un à l'autre bout de la planète qui dépend de ma librairie, il met à jour. Bon, dans les langages de programmation classiques, il fait la mise à jour, il ne lit évidemment pas le breaking change où je précise que, attention, j'ai rajouté un cas, il compile son truc, tous les tests passent, absolument tous, j'ai juste rajouté un nouveau variant. Donc lui, tout ce qu'il avait déjà écrit en kilos, en grammes, etc., ça continue de passer, et il passe en prod. Et un jour, plus tard, un gros mouton arrive et bam, son programme plante lamentablement. Et ben ça en Rust, ça peut pas arriver. Parce que ce qui va arriver en Rust, c'est qu'il va faire la mise à jour, et directement, le compilateur va lui dire attention, là dans la librairie maintenant, bah, il y a tonne sur ce variant, et là, là et là, tu utilises un match et tu ne traites pas tous les cas. Et donc, mon développeur qui dépend de ma librairie, eh ben, il pourra soit pester très fort contre moi et dire ah, il m'embête avec ses changements et revenir à la version précédente de la librairie, soit dire ah d'accord, bon bah il y a un nouveau variant et bah, je vais traiter les différents cas. Et ça, c'est le compilateur qui va lui dire, c'est le langage qui va lui permettre d'éviter une erreur bête qui probablement plus tard aurait mené à des problèmes. Donc c'est vraiment très puissant et vraiment très intéressant. Bon, il y aurait plein d'autres exemples à prendre, mais malheureusement, je ne peux pas tous les faire. Donc voilà, je voulais juste souligner deux trucs un peu emblématiques qui, moi, m'ont pas mal servi en 8 mois et que j'ai trouvé, j'en ai vraiment perçu la richesse de ce système de typage. Donc il est riche, c'est-à-dire qu'on peut modéliser finalement toutes sortes de use cases avec cette histoire de structure, d'énum et de types fondamentaux. En fait, en combinant tout ça, c'est très facile de faire des modèles de données assez complexes. Et c'est un système de typage qui est expressif, c'est-à-dire qu'il nous encourage, nous développeurs, à vraiment bien nommer nos types, à faire ces fameux new types qui permettent de rendre les choses plus expressives et de renseigner au compilateur, au moins en partie, nos intentions fonctionnelles, et donc qui permet au compilateur
toujours en partie, de valider les aspects fonctionnels. Et c'est ça que j'ai trouvé très fort, moi, pendant mes 8 mois, c'est que non seulement le compilateur s'assure que le programme est juste, c'est-à-dire que la mémoire est correctement gérée et que globalement le truc va pas cracher lamentablement avec un segfault, mais en plus, si je fais bien mon travail au niveau de la déclaration des types, eh ben, au moins un peu, le compilateur s'assure que fonctionnellement, j'écris pas des conneries non plus. Et ça, c'est vraiment super, et d'un point de vue de la productivité, moi je suis absolument bluffé une fois qu'on s'est bien mis au langage de la qualité, de l'amélioration de la qualité du code que je produis du premier coup en fait. Et ça c'est vraiment assez sympa. Au demeurant, le côté expressif, etc., faut quand même noter que c'est valable également pour vos collègues. Et donc quand vous êtes sur un projet avec plusieurs développeurs, c'est quand même intéressant. Bon, il y a aussi le temps passé en frustration. Alors ceux qui ont déjà déployé, comme moi, des centaines de lambda Python sur AWS, vous voyez à peu près comment ça se passe. Imaginez, vous avez un projet existant et vous faites un refactoring ou une grosse mise à jour. Vous codez pendant des heures, vous impactez 12 fichiers différents dans 5 lambda euh, ou plus, et puis vient le moment de « Allez, c'est parti, il faut committer ». Vous vous assurez que syntaxiquement c'est valide, ça votre IDE vous aide, et paf, vous envoyez, et vous testez. Et là, ça plante lamentablement à l'exécution. Vous repérez tout de suite le petit bug, peut-être une typo, un truc que vous aviez oublié, une variable qui est plus référencée, un truc qui a disparu, bref, peu importe, vous corrigez, vous recommittez, et vous recommencez. Ça replante un peu plus loin, vous corrigez, vous recommencez, ça replante un peu plus loin, et vous faites ça 17 fois. Et c'est absolument horrible. Mais bon, bah voilà, c'était la façon dont le monde tournait, je pensais que je n'avais pas le choix. Et j'ai découvert Rust. Et donc avec Rust, le déploiement de la lambda, après quelques heures de code, eh ben, une fois que le compilateur il est content, qu'il m'a dit c'est bon, tous les matchs sont ok, tous les enums sont traités, tous les... voilà, je déploie, ça tourne, et ça marche. Et pour être très franc, en 8 mois, j'ai déployé sans doute à peu près 120 à 130 fois mon projet personnel. 2 fois, 2 fois seulement, j'ai eu besoin de débugger euh, localement parce que j'avais écrit un truc qui était faux, quoi. Tout le reste du temps, j'ai été absolument bluffé par moi-même en fait, par le pouvoir que me donnait ce langage, quoi. Bon, on peut noter d'autres choses, hein, les tests unitaires avec le code. Alors, personnellement, je suis relativement vieux, et donc je ne crois plus, ça fait longtemps que je ne crois plus que les tests unitaires, c'est seulement pour ceux qui doutent. Donc j'écris, mais malgré tout, je n'écrivais pas de tests unitaires en Python, parce que, bah, en Python, il faut que ce soit, enfin, c'est un module à part, il faut faire de l'installation, il faut avoir une arborescence à part pour les tests. Bon, bref, c'est un peu pénible. En Rust, les tests unitaires, c'est juste un petit module qui va dans le même fichier que le reste du code. Et en fait, je me suis mis à faire des tests unitaires naturellement. Pourquoi? Ben regardez, Ackerman, forcément, je code ça avec le pseudocode Wikipédia, et à la fin, j'ai envie de voir si ça marche. Et donc, qu'est-ce que je fais? Si c'est du Python, bah, je prends la fonction, je la colle dans un interpréteur et je l'appelle. Ce que je faisais. En Rust, je peux pas faire ça, j'ai pas d'interpréteur. Alors qu'est-ce que je fais? Eh ben en fait, j'écris un petit module de test, j'écris un test unitaire dans lequel en fait au début je fais un print du résultat de la fonction, j'appelle le test, je vois que le résultat est conforme à ce que j'attends, je mets un assert à la place, et ça y est, j'ai un test unitaire. Et c'est comme ça qu'assez naturellement je me suis mis à écrire des tests unitaires, pas tant pour faire des tests unitaires, mais à la base tout simplement pour tester que ce que j'ai écrit produit les résultats que j'attends, fonctionnellement. Et à noter également que bien sûr, ce module, si vous compilez votre code pour la production, ce module il est ignoré. Donc il ne va pas venir grossir la taille de votre binaire. Ce module il ne va être pris en compte et compilé que si vous compilez en mode test. Donc c'est quand même bien fait. Par ailleurs, vous pouvez noter aussi des petites, voilà, des petites nice features du style, en fait, le code que vous écrivez dans vos docstrings, eh ben, en fait, lui aussi, il est utilisé pour faire des tests unitaires. C'est-à-dire que le compilateur va prendre ces trucs-là et va les compiler pour vérifier que ça marche. Alors, c'est sympa parce que, mine de rien, ça veut dire que quand vous trouvez du code dans une docstring pour une librairie qui est en ligne, bah, vous avez quand même une assurance qu'il est juste, que c'est du code qui compile. Euh, enfin, c'est du code qui compile. Voilà. Donc, qui respecte les différentes... pardon.
qui respecte les différentes garanties que fait le compilateur. C'est un langage moderne avec une toolchain intégrée Rust. Donc vous avez RustUp, qui est le gestionnaire de toolchain, qui permet de gérer très facilement plusieurs versions du compilateur Rust en parallèle, hein, ce qui peut être utile si vous avez différents projets qui n'utilisent pas les mêmes versions. Qui va aussi voilà, gérer les différentes cibles de compilation, donc vous pouvez compiler de l'ARM, du Windows, du Linux, etc. Donc c'est relativement similaire à ce que fait PyEnv pour Python, en tout cas pour la partie différentes versions. Et vous avez surtout Cargo. Et donc Cargo, c'est le gestionnaire de dépendance de Rust, c'est-à-dire qu'il va vous permettre de gérer les dépendances de vos projets, donc d'aller chercher les modules dans la librairie centrale. Alors ça s'appelle pas des modules, ça s'appelle des crates, mais il va permettre d'aller chercher les crates dans la librairie centrale, il va permettre de faire les compilations, de faire les tests, de faire les feature flags, etc. Il va vous permettre de vous assister si vous voulez publier un crate, et il est extensible par la communauté, c'est-à-dire que tout est fait pour qu'il soit possible d'avoir des plugins communautaires pour Cargo. RustUp comme Cargo sont des outils officiels que tout le monde partage et qui font pas mal de trucs. Bon, Cargo, on pourrait dire qu'il est semblable à ce que fait Pip pour Python ou NPM pour Node.js, mais bon, c'est un peu méchant parce qu'il est quand même nettement plus avancé, je trouve. Donc voilà, bon, en somme, vous avez un langage zéro cost abstraction. Les avantages du haut niveau, qui est quand même mieux pour nous développeurs, hein, ça se lit plus facilement, ça s'écrit plus facilement, avec les performances du bas niveau, ce qui est mieux pour les utilisateurs finaux et pour toutes sortes de use cases. Donc on a les deux mondes, c'est super. C'est sécurisé et fiable. Le compilateur, via les règles qu'il enforce, va permettre d'éliminer des armées entières de bugs classiques dès la compilation, et des bugs qui sont vraiment réels et qui notamment mènent à des problèmes de sécurité. Et enfin, il est future-proof. Ça c'est moi qui le dis, c'est ce que j'ai compris en l'utilisant, c'est que finalement, avec ce système de typage qui permet d'exprimer une partie des prérequis fonctionnels, qui ensuite sont vérifiés à la compilation pour tout le monde et pour toujours, c'est le compilateur qui fait ça, et ben en fait, j'ai des facilités plus tard à faire évoluer mon programme. Ça me donne des facilités aussi quand on programme à plusieurs, puisque j'ai des types qui sont expressifs, beaucoup plus facile de rentrer dans le code et de comprendre quelle est l'intention de mon collègue qui a codé. Et donc, de manière générale, sur la longueur, je suis vraiment persuadé qu'une base de code Rust vit et évolue beaucoup mieux, sans compromis sur les performances et l'évolutivité, notamment quand c'est du collaboratif, donc de l'open source un peu, voilà, ou de l'entreprise avec plusieurs développeurs. Donc c'est vraiment sympa. Alors, maintenant que vous êtes convaincu qu'il faut absolument faire du Rust et peut-être passer un petit peu à l'impact sur vos process DevOps. Je suis assez en retard sur le temps, c'était censé être 45 minutes. Sur l'organisation du repo, déjà, pas de changement fondamental. Alors vous avez ici ce que moi j'utilise comme organisation de repo, c'est pas l'organisation avec un grand O, voilà, c'est celle que j'utilise. Moi j'avais l'habitude de mettre mes lambdas et mes layers dans deux arborescences séparées, hein. Donc dans le dossier lambda, vous trouvez les dossiers individuels de chaque lambda, dans le dossier layer, vous trouvez les dossiers individuels de chaque layer. Bon, j'ai mis ça dans un dossier Python, hein, je l'ai mis sous le langage Python, et puis j'ai tout simplement fait un dossier Rust, dans lequel on retrouve quelque chose de similaire, avec les dossiers des lambda dans un dossier lambda, et non pas les layers, mais les librairies, qui vont être partagées entre mes lambda dans une arborescence à part. Donc très similaire, j'ai pas changé mes habitudes de ce point de vue-là. Le truc qui a changé, c'est que j'ai dû rajouter à la racine de mon repo un cargo.toml qui a ensuite été assorti d'un cargo.log. Donc ça, c'est évidemment des fichiers de configuration relatifs à cargo. C'est pas strictement nécessaire de les avoir à la racine de son repo, c'est juste beaucoup mieux parce que ça permet de déclarer aux yeux de cargo le repo comme un workspace et donc qu'il puisse traiter finalement tous les petits sous-projets que sont mes lambda comme un ensemble, ce qui permet notamment d'optimiser les compilations, ce genre de choses. L'infra as code, là ça changera rien. En fait ça change tellement rien que si vous regardez dans mon repo, vous verrez que pour déployer la version Python de ma bergerie et la version Rust de ma bergerie, hein, qui sont deux infras complètement indépendantes et séparées, en fait j'utilise le même template. Ce template, il a un paramètre langue, qui peut être soit Rust, soit Python. Ce paramètre permet de driver deux conditions,
Et ces conditions permettent de tout simplement changer le runtime et le handler de mes lambdas. Et c'est tout ce qu'il y a à changer, le reste est strictement identique. Bon, il y a aussi les layers, puisque évidemment, je n'ai pas de layer pour Rust, alors que j'ai des layers pour mes lambda Python, mais ça c'est plus anecdotique. Vraiment, ce qui change, c'est principalement runtime et handler. Pour ce qui est de la pipeline, là encore, pas de changement, le bon vieux checkout build deploy est toujours d'actualité. Si vous avez des pipelines plus complexes, vous avez des pipelines plus complexes, mais grosso modo, ça va pas changer grand-chose là-dessus. Ce qui va changer par contre, et vous le verrez si vous utilisez ce que j'ai mis à disposition, hein, on a bien deux phases qui sont similaires dans leur forme, mais il y a bien un build Python spécifique et un build Rust spécifique. Et là, évidemment, les builds sont pas les mêmes. Et ils sont pas les mêmes, et ils sont plutôt au désavantage de Rust pour l'instant. Parce que quand vous faites du Python, qu'est-ce qu'il y a à builder? Finalement, builder une lambda Python, ça consiste principalement à prendre le code, installer potentiellement quelques dépendances avec pip, mettre ça dans un zip et envoyer. Donc il n'y a pas grand chose à faire. De fait, pour Python, un petit conteneur avec un ou deux vCPU, ça suffit largement. Le temps de build, c'est 30 secondes et encore. Et tous les outils que vous utilisez sont disponibles par défaut. Hein, ça fait très longtemps que Python est quand même utilisé. Et il n'y a pas besoin de cache. Rust, c'est pas tout à fait la même musique. Rust a une compilation qui est extrêmement longue et qui est dépendante du nombre de vCPU que vous avez. Ce qui fait que, surtout si vous avez beaucoup de lambda à compiler, vous allez vouloir utiliser un grand conteneur. Même pour ma petite bergerie avec 4 lambda, la première compilation, elle prend 4 minutes 30. C'est quand même significativement plus long que 30 secondes. Les outils de build, faut les installer. Ils ne sont pas encore mis par défaut dans les conteneurs code build. AWS résoudra sans doute le problème un jour. Pour le moment, il faut les installer. C'est 10-15 secondes supplémentaires au début de chaque build. Et puis comme les compilations sont extrêmement longues et qu'on n'a pas forcément envie de tout recompiler à chaque fois, parce qu'on utilise des librairies externes, il n'y a pas besoin de les recompiler à chaque fois, eh ben il faut utiliser un cache, parce que sinon on perd du temps. Et le truc, c'est qu'on utilise un cache, mais en fait Cargo est très mauvais en nettoyage des artefacts de compilation, ce qui fait qu'il faut faire de la gestion supplémentaire. Alors la bonne nouvelle, c'est que de ce point de vue-là, il ne faut pas trop vous inquiéter, dans mon repo, je vous ai mis à disposition un build spec Rust, qui est celui que j'utilise, qui marche très bien, si je peux me permettre de le dire, et qui notamment fait toute cette gestion-là. Donc vous n'aurez pas à redécouvrir ce que j'ai déjà découvert et les problèmes que j'ai déjà résolus. Au final, un build de Python avec code build, c'est à peu près un tiers de centime par build, tandis qu'un build de Rust avec code build, en tout cas le premier, le plus long, hein, c'est presque 7 centimes. Donc je suis un peu méchant avec Rust ici, hein, puisque les builds suivants avec le cache, etc. vont avoir tendance à être significativement plus courts et donc moins chers, mais j'ai pris le haut, et donc le build de Rust, il est cher. Si je finis sur cette section, on est un peu obligé de parler quand même des tests locaux. Alors, ça n'arrive pas souvent d'avoir à tester Rust en local, hein. Comme je vous ai dit, en 8 mois, ça m'est arrivé 2 fois d'avoir besoin de faire du debug local, mais si vous avez besoin d'en faire, ben, il y a tout ce qu'il faut. Je vous avais dit que Cargo était extensible par la communauté, et AWS a été sympa, et ils nous ont fait une extension lambda. Et donc vous pouvez aller dans le dossier de votre fonction que vous voulez débugger, vous tapez Cargo Lambda Watch, et ça va créer un petit control plane lambda local sur votre ordinateur. Et derrière, vous pouvez ensuite faire un cargo lambda invoke en envoyant un payload, très classique en lambda. Et en fait, ce que cargo lambda watch va faire, il va recevoir ce payload, il va compiler à la volée votre lambda, et il va vous renvoyer le résultat. Et la compilation, elle se fait à la volée, ce qui fait que vous pouvez donc rentrer dans ce cycle de debug qu'on aime bien en tant que développeur, où bah, vous envoyez l'événement, vous voyez ce que ça donne, vous changez un peu votre code, vous renvoyez l'événement, et vous pouvez comme ça rentrer dans des cycles très rapides de debug pour le peu de cas où vous en aurez besoin, puisqu'encore une fois, la majorité du temps, ce que vous écrivez, ça marche. Et ça, c'est plutôt cool. Bon, du coup, ce qu'on voit, c'est que dans les process DevOps, ça change pas grand-chose, à savoir que ça se passe plutôt comme on en a l'habitude, mais on a vu quand même que Rust, c'était beaucoup plus cher que Python. Et donc, est-ce que on va quand même gagner quelque chose côté prod, côté run?
En gros, il est le temps de faire Rust versus Python, le match. Alors ce match, il va être fait sur Lambda bien sûr, et donc juste pour ceux que ça intéresse, l'architecture que j'utilise c'est de l'ARM64, donc des Graviton 2 sur Lambda, et ce ne sont que des Lambda avec 128 mégas de mémoire. J'ai pris les Lambda les plus petites possibles. Tous les pricing, etc. que je donnerai après sont basés là-dessus. Ok. Donc, le chat. Le chat, je l'ai exécuté 1000 fois, toutes, je les ai exécutées 1000 fois pour faire une moyenne. Et ce qu'on observe, c'est qu'en temps d'exécution, Rust est 45 fois plus rapide que Python. On est plutôt pas mal. Pour calculer le Hackerman, Rust il met 129 millisecondes, là où pour calculer la même chose, Python met presque 6 secondes. Quand même bien. Ensuite, les moutons. Alors, les moutons, on a deux choses à observer. Déjà, contrairement à ce que je pensais initialement, Rust est toujours 50 fois plus rapide que Python. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup moins parce que j'avais l'intuition que puisque on était sur un use case plutôt lié à DynamoDB, et que le réseau ça va pas plus vite en Rust qu'en Python, je me disais sans doute qu'on verra une diminution de l'écart. Et en fait pas du tout, l'écart est toujours bien présent, et, à l'avantage de Rust. Vous rendez-vous compte, Rust met seulement 15 millisecondes pour prendre votre requête, faire la requête DynamoDB, recevoir le résultat, le traiter et vous le renvoyer, là où pour faire la même chose, Python prend 769 millisecondes. Pire, les call start, là où en Rust, bon, il y a un call start, mais qui n'est pas significativement plus long, on voit qu'on est toujours un peu dans les mêmes échelles. Vous voyez que par contre, là, les call start qui ont donné les maximums pour la lambda Python sont vraiment beaucoup plus longs que la moyenne. Ça, c'est probablement parce que Boto 3, et notamment l'initialisation des clients DynamoDB, notamment, le client Boto 3 pour DynamoDB, est probablement extrêmement long, et donc ça donne ce résultat un peu dégueulasse. Pour le chien, on est à x32, donc là encore, sans doute à cause de DynamoDB, avec des énormes écarts entre la moyenne et les call start, alors que Rust reste plutôt constant. Et puis pour le loup, là, il y a plusieurs choses à noter. Déjà, le loup, c'est toujours 50 fois plus rapide en Rust qu'en Python. On a toujours ces énormes écarts entre la moyenne et le pic. Et vous notez également que là, on est à 2500 shots pour Python, 1300 pour Rust. Alors pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, le loup, il y a une race condition. Et donc, ce qui peut se passer, c'est que donc pour mes tests, je lance, certes, je fais 1000 appels, et ces 1000 appels, je les fais avec 100 threads en simultané. C'est-à-dire qu'il y a en gros, normalement, toujours une centaine de requêtes simultanées qui sont faites à l'API Gateway, et donc qui sont traitées par les lambda. Et donc sur le loup, j'ai 100 invocations du loup simultanées. Donc il peut se trouver qu'il y ait 2, 3 ou plus loups qui font leur petit calcul de nombre premier, etc., et qui arrivent à la conclusion qu'il faut qu'ils mangent le même mouton, sauf que, évidemment, à ce moment-là, il y a un loup qui va réussir à manger le mouton, c'est-à-dire à le déléter de la base DynamoDB, et puis tous les autres, ils vont échouer, puisqu'il n'y aura plus de moutons dans la base DynamoDB. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que dans ce cas-là, je renvoie une 500. Et donc, ce que fait mon curl, puisque c'est curl qui fait les appels, il retry. Et comme les lambda Python s'exécutent en beaucoup plus de temps que les lambda Rust, et statistiquement, il y a plus de chances qu'elles se marchent dessus. Et de fait, il y a eu 2500 appels, c'est-à-dire 1500 de plus, il y a eu 1500 retry sur la partie Python, tandis que en Rust, évidemment, ça arrive aussi d'avoir deux lambdas différentes qui essaient de manger le même bouton, mais comme c'est beaucoup plus rapide, ça arrive beaucoup moins, et donc il n'y a eu que 300 retry pour Rust. Alors, vous pourrez me dire que c'est un peu artificiel tout ça, mais pas tellement, parce qu'il faut quand même noter que cette race condition sur la base DynamoDB, c'est pas quelque chose qui est dû au langage ou à quelque langage que ce soit, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt inhérent au serverless sur AWS. C'est-à-dire que c'est un peu un truc qu'il faut faire avec. C'est un problème que nous, développeurs, devons traiter. Nos lambdas peuvent s'exécuter avec plusieurs instances simultanées, et donc la base de données peut avoir plusieurs versions de notre code qui lui parlent, et il faut qu'on le prenne en compte. Et donc ce genre de situation peut arriver, et vous observez que finalement, les effets de ce genre de situation sont amplifiés avec des langages comme Python,
là où ils sont plutôt diminués avec des langages comme Rust. Une surprise que j'avais eue, que je vous présente rapidement, c'est sur les call start aussi. Je vous l'ai dit, ce que je fais pour envoyer les requêtes, c'est que j'ai 100 threads simultanés qui envoient des requêtes. Alors mon PC n'est pas le plus rapide des PC du monde, mais pour tenir la charge, eh ben, le chat a dû faire 104 call start, une centaine. Et donc en toute logique, j'envoie 100 requêtes simultanées, il a fallu que Lambda lance une centaine de conteneurs pour tenir la charge. Et en fait, en Rust, ça va tellement vite, sans doute que mon PC est trop lent, que finalement, les lambda Rust, il y a eu besoin que de faire 46 instances pour tenir mes 100 requêtes simultanées. Donc c'était amusant, je m'y attendais pas. Et on trouve ce résultat pour les moutons, pour le chien, et pour le loup, même si pour le loup, l'effet est moins flagrant. Voilà, ça m'avait amusé. Il y a beaucoup moins de call start avec Rust. Alors, d'un point de vue prix, qu'est-ce que ça donne? J'ai regardé aussi le prix. Donc le prix, je le compile en prenant en compte deux choses. Déjà, je prends évidemment en compte le nombre de requêtes, puisqu'elles sont facturées sur Lambda. Et également, je prends en compte une distinction qui n'est pas forcément documentée, mais qui est pourtant bien réelle. C'est que Python, vous ne payez pas la phase de call start. Tandis que quand vous faites du Rust, vous utilisez un custom runtime, et là, vous payez la phase de call start. Et donc j'ai pris ça en compte dans les calculs de prix, et donc le prix que je vous livre prend compte ces informations. Et on trouve que pour le chat, on est 26 fois plus cher en Python par rapport au Rust. On voit également que la phase call start est significative, alors que pour Rust, pas tellement. Et or, je viens de vous dire que Python, on ne paye pas les call start. Alors, c'est vrai, on ne paye pas les call start, mais ce qui est cette partie bleue, en fait, elle correspond au prix des lambda après leur première exécution. C'est-à-dire, la première fois qu'une lambda est exécutée, c'est un call start. Il y a une phase call start, puis c'est la première fois que votre code s'exécute. Et donc cette phase call start, certes, n'est pas facturée en Python, mais ce que veut dire ce schéma, c'est que au-delà de cette phase call start, en fait, la première exécution de votre lambda, de votre code à vous, est également plus longue, parce qu'il y a des initialisations de clients, etc. Et le fait que cette phase soit plus longue, c'est plus cher. Et donc là encore, on retrouve ça un peu partout, même si les écarts se réduisent. C'est-à-dire que pour les moutons, et on verra pour le chien, Python est seulement 7 fois et demi plus cher que Rust, toujours et encore plus avec ces premières exécutions qui coûtent plus cher parce qu'elles sont beaucoup plus longues. On voit la même chose pour le chien. Et on retrouve un beau x50 pour le loup, notamment parce que pour le loup, il y a eu 2500 appels en Python et seulement 1300 pour Rust. Encore une fois, on pourrait me traiter de c'est pas juste, mais voilà, cette histoire de race condition dans la base DynamoDB, c'est quelque chose qui est présent en production dès lors que vous faites du serverless, donc je considère que c'est pas complètement illégitime de l'avoir gardé et de le prendre en compte dans les exemples. Au final, si vous vous posez la question de la rentabilité financière en prenant en compte que les builds de Rust sont beaucoup plus chers, mais que le run de Rust est beaucoup moins cher, on peut se demander, du coup, à quel moment ça devient rentable d'un pur point de vue de la facture AWS. Donc j'ai fait ce petit tableau dans lequel, en abscisse, je trace un build plus X tirs. Un tir, c'est 1000 invocations du chat, 1000 moutons, 1000 chiens, 1000 loups, plus l'héritage du loup, pour chacun des langages. C'est ça un tir, et donc si on fait un build et qu'on ne fait pas de tir, bon, évidemment, Rust est à le prix d'un build, et Python le prix d'un build, et donc Python est beaucoup moins cher. Et en fait, dès qu'on fait un tir, voire deux, on se retrouve avec des écarts qui sont plus vraiment significatifs. Et évidemment, plus on avance ensuite, et plus Python s'envole, puisque le run Python coûte cher. Et donc finalement, ce qu'il faut retenir, c'est, bon, bien sûr, pas ce graphique-là, puisqu'il est valable pour ma bergerie, et donc ma bergerie, c'est pas vos projets à vous, mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez toujours avoir un petit peu cette forme-là, c'est-à-dire que vous allez avoir Rust qui va être plutôt à plat, il va partir de relativement haut à cause de son prix de build, mais il va plutôt rester à plat parce que les runs sont extrêmement efficients, tandis que Python va partir de beaucoup plus bas parce que les builds ne coûtent rien, mais au run va monter beaucoup plus vite.
pour vous faire ce genre de schéma, bah, il faut que vous le fassiez avec vos métriques, à savoir bah, sur votre projet, finalement, il y a combien de lambda, ça met combien de temps à build, combien de fois je le build, par rapport au nombre de fois que c'est appelé, est-ce que j'ai beaucoup de charges, beaucoup de clients, etc. Donc c'est un exercice à faire. Après, je voudrais quand même dire que je ne pense pas qu'il faille juger la pertinence de faire du Rust sur Lambda via le pur angle de la facture AWS. Je pense que le langage, dans la première section des avantages pour le développeur, je vous ai quand même présenté des choses qui, à mon sens, sont plutôt ce sur quoi il faut se focaliser. Après, j'ai quand même fait ce genre de graphique parce que bah, c'est des métriques que je pouvais avoir, et donc c'est toujours bien d'avoir du concret. C'est la fin du talk, et je voudrais quand même redire que je vous ai donné accès donc à ce repo dans lequel vous avez cette bergerie, et vous verrez dans le README, il y a tout ce qu'il faut pour faire les fameux tests, hein. Donc je vous ai mis à disposition les scripts que j'ai utilisés pour faire mes tirs, et donc vous pouvez tout à fait reproduire ces résultats, voire les tweaker. J'avais notamment eu, lors de la session au Summit, quelqu'un qui était venu me dire que, en fait, sur Python, les lambda 128 mégas, c'est vraiment sous-efficace parce que 128 mégas, c'est pas assez de mémoire pour que Python fasse correctement son travail, et donc que ça avait tendance à les ralentir. Donc bah, si quelqu'un a envie, il pourrait par exemple essayer de refaire l'exercice avec des lambda Python avec 256 mégas de mémoire pour voir si ça change significativement les choses par rapport au- au prix et au temps d'exécution. Merci à tous de m'avoir écouté pendant 1 heure. Ça a été un peu plus long qu'au Summit parce que j'ai pris mon temps, mais voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo. S'il y a d'autres personnes qui pourraient être intéressées par le Rust, sur Lambda notamment, partagez-leur la vidéo. J'espère, moi, que ce langage va gagner encore en popularité. Je pense qu'il mérite cette popularité. Je pense qu'on devrait tous s'y mettre. Et en tout cas, pour ma part, ça a fait de moi un meilleur développeur. En tout cas, c'est ce que je crois. Et je suis vraiment très content de, voilà, de partager cette expérience avec vous. Partagez-la avec les autres. Merci beaucoup. N'hésitez pas à me poser des questions sur les réseaux, hein. Vous avez mon handle sur les différents réseaux, et je m'efforcerai d'y répondre le plus vite possible. Merci. Au revoir.